Dans cette saison, on parle de shoujo, certes, mais il y a une petite subtilité. Ce que je veux dire par on parle de shoujo cette saison, c'est qu'on parle d'œuvres dont la cible sont initialement les filles. Donc ça ne concerne pas que les shoujo, ça concerne des clichés précis attribués à une audience féminine. Jusque-là, ça paraît logique à vrai dire, mais il y a un truc, c'est qu'au Japon, répondre à des clichés pour faire de la thune, c'est limite un sport national. Vous me croyez pas ? Nintendo. J'ai vraiment besoin de dire autre chose. Mon conseiller bancaire s'est suicidé day one quand je suis arrivé au Japon. Oui, parce que je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais au mois d'avril, je suis parti au Japon. Pour moi, on peut parler de gacha, on peut parler de gachapon, on peut parler de Nintendo, d'Uma Musume Pretty Derby ou même de Genshin Impact si vous voulez. Même si Genshin Impact c'est chinois à la base, mais on va rien dire. Mais ce n'est rien du tout à côté des otome games. Les otome games, c'est littéralement comment te rendre dépendant d'un personnage fictif. Pire que de te faire regarder Serial Experiment Line, Anime Time 190. Le principe d'un otome game, c'est de mettre un personnage féminin de surcroît dans un contexte où cette dernière est entre plein de mecs qui veulent la pécho. Et comme c'est un visual novel, il y a plein de routes et plein de fins, des fois même avec le même garçon. Si vous n'avez pas compris, amour sucré, c'est exactement ça. Autant j'ai pas de problème avec le fait de trop s'attacher à des personnages de visual novel. Je vous rappelle que je suis fan des One Day Cry. Je peux pas juger, mais lorsque ça sort de la sphère des jeux vidéo pour aller à la sphère de l'animation japonaise, c'est là que je tape. Bonsoir et bienvenue pour ce 205e épisode d'Anime Time. Poussons les clichés à leur paroxysme aujourd'hui. Voyons ensemble ce que Diabolic Lovers, une licence d'autome game très connue, a à proposer en animé. C'est parti. Diabolic Lovers, comme dit avant l'intro, c'est à la base d'une série d'autome game, donc de jeux, permettant de vivre une romance avec plusieurs garçons. Et ça, principalement à destination d'un public féminin. C'est vrai qu'en soi, on cantonne les otome games aux filles, mais tous les mecs gays que je connais ont bizarrement tous joué à Amour Sucré. Je suis sûr qu'il y a un pattern quelque part. À la base, Diabolic Lovers est un visual novel développé par la société Idea Factory. Vraiment rien à dire sur eux, aucun titre que je connais perso. Le premier jeu, Diabolic Lovers Haunted Dark Bridal, est sorti sur PSP et PS Vita le 11 octobre 2012. Un deuxième jeu, Diabolic Lovers More Blood, sort sur les mêmes plateformes le 14 octobre 2013 et le 15 janvier 2015 sur PS Vita. Et tous les autres jeux sont sortis sur PS Vita, à savoir Diabolic Lovers Vanded Carnival, Diabolic Lovers Dark Fate, Diabolic Lovers Lunatic Paradise et Diabolic Lovers Lost Eden. Je rappelle qu'on parle d'un jeu où tu dois pécho des gens. Pourquoi et surtout par quel sortilège vaudou ils ont réussi à en faire 6 de la même série? En animé, Diabolic Lovers est en 2 saisons produit par le studio Zex, notamment connu pour un animé de qualité reconnu par toutes et tous, Onichan no Koto Dankazen Zensukijana et Dakarane, Anime Time 25 et 178. Et vous savez c'est quoi le pire? Une des sociétés filles de Zex, c'est Fear. Vous savez le studio qui a produit Kiss 6, Anime Time 5 et 172. À chaque fois, on en revient à ces deux animés, c'est pas possible. Je suis à deux doigts de reparler d'Hentai juste pour pouvoir arrêter de parler de ces deux animés là. La vie de ma mère, manque plus que je mentionne Mao Senso dans la conclusion, on aura la totale là. L'animé est en 2 saisons. La première en 12 épisodes et un OAV est diffusée en 2013, et la deuxième, Diabolic Lovers More Blood, est en 12 épisodes diffusée en 2015. Le tout licencié par Crunchyroll, évidemment. Dans cet animé, nous suivons Yui Komori, une fille banale de 14 ans. Mais là, elle est vraiment banale. Sa seule particularité, c'est d'avoir un père pasteur et d'avoir été élevée dans la chrétienté. Vraiment, Yui, c'est une fille calme, une fille gentille et surtout, elle est croyante. C'est un point important, vous allez voir. Au début de l'animé, nous retrouvons Yui dans une voiture. Chose pas banale étant donné qu'elle est censée vivre avec son père. Mais ce dernier est parti en Europe de l'Est pour le travail. J'aime pas faire ce genre de vanne. Mais en général, quand un prêtre est envoyé dans un autre pays, c'est pas pour apporter la bonne parole et c'est un poil effrayant. Pour le coup, Yui aussi aurait dû aller apporter la bonne parole, la vraie plutôt que d'accepter la situation et d'être hébergée par des connaissances de son père. Parce que bon, envoyer une adolescente de 14 ans vivre chez des connaissances qu'elle ne connaît elle-même ni d'Ève ni d'Adam, bon, vous le trouvez comment le jeu de mots? Avouez, il est bien, avouez, il est bien. Surtout que le double sens est tellement bâtard, mais vous n'imaginez même pas. Yui se rend donc en taxi dans cette demeure tout à fait accueillante et surtout ne criant pas du tout « Eh, Mareuse dans le Christ, ne viens pas ici, tu vois bien que tu ne vas pas ressortir vivante d'un endroit pareil, enfin !» Et c'est là où il faut que je vous introduise un point qui est incroyable chez Yui. Sa naïveté, mais surtout son manque flagrant d'instinct de survie. Ah Yui, elle a give up day one dans sa vie. C'est aberrant. Et ça le sera encore plus lorsqu'elle aura eu la bonne idée de passer le pas de la porte de cette putain de baraque. Et ça en plus, juste parce qu'il pleut, il y a de l'orage. Maria Ushiromiya vous a donc rien appris. Yui passe le pas de cette porte qui s'est ouverte toute seule et entre donc dans une demeure somptueuse, mais surtout sur absolument personne aux premiers abords pour l'accueillir. Enfin, ça c'est jusqu'à ce qu'elle remarque ce garçon couché sur un canapé. Je le connais ce canapé, d'ailleurs vous le connaissez bien ce canapé Ikea, il s'appelle le début des emmerdes. Yui s'approche donc de ce garçon
mais son corps est extrêmement froid. Il n'a même pas de pouls. Yui panique et décide donc d'appeler une ambulance, chose tout à fait normale, mais ce garçon lui subtilise son téléphone portable, avant de se relever et de se plaindre que Yui faisait trop de bruit. Et c'est parti pour une première scène d'agression, vraiment on adore. Heureusement, Hayato est arrêté par un certain Reiji dans son élan. Non pas parce que c'est pas bien d'agresser quelqu'un, mais parce qu'il est dans l'entrée. Comment ça mon ref? C'est vraiment ça qui te dérange mon brother dans le Christ? Yui se relève et demande de l'aide à Reiji qui lui répond qu'elle sait pas qui elle est, avant de se faire vanner par Hayato sur le fait qu'elle est plate. C'est limite déprimant, hein. Genre là on est à 5 minutes dans l'œuvre, on n'a même pas encore vu l'opening, j'ai déjà envie d'arrêter de parler de cette merde. Avançons un coup. Reiji emmène Yui dans une autre pièce pour discuter du pourquoi, du comment, de ce qu'elle fout là en fait. Parce que personne le sait pour l'instant. On retrouve dans le salon un troisième, puis un quatrième abruti, qui se mettent à lécher les joues de Yui. La conclusion va être marrante, hein. Avançons un peu sur le fait que Reiji les reprenne encore, et que débarque un cinquième uluberlu qui visiblement a bien besoin d'une bonne séance de psy pour pouvoir calmer ses problèmes d'énervement. La situation devient on ne peut plus clair lorsqu'un sixième abruti apparaît. Un certain Shue a en fait bien entendu parler de Yui et décrit la situation en ces termes précisément. C'est assez important parce que comme le souligne Hayato, ça veut dire que planche à pain, Yui serait une potentielle mariée. On doit rappeler qu'elle a 14 piges, non? Non? Bref, je pense qu'il est grand temps d'enfin vous présenter le boys band. On va commencer par Shue, l'aîné, Reiji, le cadet, Hayato, le troisième, Kanato, le quatrième, Raito, le cinquième, et Subaru, le benjamin. Ces 6 frères sont les frères Sakamaki. Et dès que Yui commence à paniquer, vu la situation quelque peu bizarre, elle se fait subtiliser, puis détruire son téléphone, avant de se faire agripper par Raito et Kanato. Et c'est seulement après s'être cassé la gueule, s'être raflé le genou, que Yui a enfin découvert le poteau rose. Les frères Sakamaki sont tous des vampires. Évidemment, Yui sort sa croix pour tenter de se protéger. Ok, elle s'enfuit. Toujours pas. Elle essaye d'appeler à l'aide. Tout pareil, elle tente d'ouvrir une porte. C'est pas mieux. Dans sa fuite, Yui se retrouve donc dans une pièce qui a priori aurait dû être fermée. Et dans cette pièce, elle y trouve un grand nombre d'artefacts, ainsi que 7 personnes. Ce que Yui vient de trouver dans cet extrait, c'est le journal intime de son père, dans lequel elle va découvrir que son père n'est en réalité pas son vrai père. Et c'est sur ce constat et sur un potentiel dîner des frères Sakamaki que nous laisse le premier épisode et aussi sur lequel j'arrêterai ce synopsis. Si vous souhaitez savoir ce qui va advenir de Yui et où toutes les révélations vont amener, évidemment vous ne pourrez aller découvrir Diabolik Lovers que par vous-même. Mais je vous le déconseille, parce que pour conclure sur Diabolik Lovers, c'est de la merde, mais c'est vraiment à chier. Y a rien à en tirer, c'est vraiment aberrant, les types ont fait aucun effort. Commençons par la base, aucun effort sur le background. Oui, ok, on a des vampires, c'est bien, mais le problème c'est qu'à la base vous adaptez un otome game. C'est pas connu pour être profond les otome games. Oui, certes, partir d'un constat simple vous permettra de pas perdre les spectatrices et surtout de vous en mettre plein les fouilles, mais tout de même. Mais le pire, ça reste quand même du côté de l'intrigue. Alors là, les types, il fallait qu'ils essayent d'ajouter quelque chose. Et c'est l'un des rares bons points. Ok, il y avait quelque chose pour les 4 personnes du fond qui ont compris quelque chose à cette putain d'intrigue. Mais le vrai problème avec cette putain d'intrigue, c'est la transition à Morblood. Comme on parle d'une adaptation d'un jeu à plusieurs fins, c'est sûr qu'ils vont en adapter qu'une seule. Et je soupçonne qu'ils aient adapté la mauvaise. Je vais vous spoiler, j'en ai rien à foutre. Après l'intrigue autour de Cordelia, Yui est en passe de mourir, son teint blanchit, mais justement elle se réveille. Et elle mentionne qu'elle a soif. Ce qui sous-entend, hein, que c'est devenu un vampire. Mais non, dans la saison 2, elle est redevenue normale. En parlant de Yui qui est normale d'ailleurs, Yui est la pire protagoniste que j'ai jamais vue, c'est aberrant. Vraiment, elle est moins intéressante, elle a moins de personnalité qu'Hajime et Nata de Danganronpa, Anime Time 71 et 171, que Takeshi Nanase de Mao Senso, Anime Time 135, et même moins intéressante que cet abruti d'Ultime Analyst. Je vous disais dans l'Anime Time 135 que Takeshi est un pot de fleurs dans le développement de l'intrigue d'autres personnages. Yui c'est pareil, modulo le fait que le développement est aussi bien qu'un truc entre avril et juin. Mais j'exagère même pas en plus. Pour paraphraser Reiji, à savoir le seul personnage à peu près supportable de cet animé, même après 24 épisodes, on voit que Yui est toujours inutile. Et pour rester sur Yui, alors oui, c'est une cruche. Mais alors, les agressions H36 et les surnoms, oh putain, ça y va, hein. Planche à pain, chaton masochiste, salope, carrément, oui, bien sûr, tout à fait. Détendez-vous l'anus un peu, c'est quel niveau d'objectification de la femme dans cet animé? Alors, j'étais au courant que les otome games n'étaient pas censés être faits pour montrer les femmes comme des personnes totalement indépendantes, hein, et surtout comme des êtres humains, mais c'est tendu là. Enfin, avouez quand même que ça paraît bizarre qu'il y ait des gens qui apprécient ça. Alors oui, ok, je peux tout à fait comprendre l'attrait dans l'idée. Être entouré de beaux vampires qui ne veulent qu'une chose, c'est vous sucer.
votre sang. C'est compréhensible, mais il est grand temps d'écouter Reiji et de s'arrêter en fait. Sans parler même de réalisme, hein, puisque bon, c'est des vampires. Vous avez vraiment envie que la seule chose que 6 mecs désirent de vous, c'est votre corps, qu'ils vous traitent de salope à chaque fois qu'ils vous parlent. Et ça, c'est juste encore une fois pour ne pas rementionner les agressions. Surtout que j'ai balancé des vannes comme ça, hein. Mais Diabolic Lovers, c'est une succession de PTSD due à des trucs que les personnages ont vécu. On parle d'un animé qui aurait été bien plus court et bien moins problématique si tous les personnages avaient consulté un psy. Et vous savez que c'est pas le pire ? Non, j'ai pas mentionné Mao Senso pour rien. Il finit aussi sur un putain de cliffhanger à la fin de More Blood. En plus de l'incohérence entre la saison 1 et la saison 2, c'est trop. Je peux même pas le défendre. Le seul truc de défendable à la limite, c'est les openings. En vrai, je suis quand même un poil mauvaise langue. La saison 1 seule aurait pu passer. Elle aurait été, disons, acceptable malgré sa fin. Contrairement justement à l'introduction de personnages random épisode 12, modulo de cliffhanger, non franchement ils ont fait aucun effort. Mais dans le fond, est-ce qu'on est étonné? Pas vraiment. Est-ce qu'on s'y attendait venant une adaptation de jeu? Un peu. J'espère que ce 205e épisode d'Anime Time vous aura plu. C'était Hunter, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode et sur un truc beaucoup mieux que ça, je vous rassure. Ciao.